Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence intitulée Agents territoriaux, comment mieux utiliser le droit à la mobilité, organisée par VK, en partenariat avec GMF Assurance et l'Association nationale des DRH des territoires, l'ANDRH-DT. Comme d'habitude, cette webconférence est interactive, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à poser vos questions dès à présent. Et je vous rappelle, c'est l'onglet questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas, on prendra vos questions un peu tout au long de la webconférence. Et c'est vrai que si vous avez des fois même des questions, des précisions sur certains témoignages, n'hésitez pas, je les prendrai, comme je vous disais, au fil de l'eau. Donc, on va parler de ce droit à la mobilité. Dans quelques instants, on va préciser un peu ce droit qui fait partie du statut général des fonctionnaires. Mais au-delà de ça, c'est vrai que derrière le mot mobilité, il y a des mobilités en réalité. Parce qu'il y a des mobilités au sein d'une même collectivité, des mobilités entre collectivités, entre fonctions publiques. Donc, bon, il y a plein de cas différents. C'est vrai qu'avant de vous présenter nos trois intervenantes, juste un rappel de quelques chiffres. Donc, ils ne sont pas récents, mais c'est les derniers disponibles de la DGAFP sur la mobilité de l'ensemble des agents publics. Et on voit de grosses différences entre fonctions publiques. Et on voit vraiment que c'est dans la FPT où les mobilités sont les moins nombreuses, parce qu'il y a 3,9% de mobilité des agents. La moyenne sur l'ensemble de la fonction publique, c'est 7,4. Et c'est vrai que celle où la mobilité est plus importante, c'est dans l'État, la FPE, avec 11,8. Donc, comme je vous dis, il y a de grosses différences. Donc, il y a un retard, mais effectivement, moins de mobilité dans la FPT. On essaiera d'expliquer pourquoi et surtout comment améliorer un peu cette situation. C'est vrai que dans la FPT, il y a beaucoup d'agents catégorie C et on verra que, par essence, c'est là où les mobilités sont les moins importantes. Parce qu'il y a plus de mobilité, plus la catégorie hiérarchique est importante. On voit aussi des grosses différences avec l'âge, plus de mobilité chez les jeunes. En moyenne, c'est un peu plus de 15% chez les 25-29 ans et ça tombe à 4,4 pour les 50-59 ans. Donc, vraiment de grosses différences. Donc, voilà, on essaiera d'expliquer pourquoi et de comment l'améliorer. On ne se cachera pas aussi que la mobilité est des fois aussi subie, contrainte. Donc ça, on le verra dans les témoignages qui vont venir. Et d'insister aussi sur les avantages d'une mobilité dans l'évolution de sa carrière. Donc, je vous présente tout de suite nos trois intervenantes. Tout d'abord, Cécile Schiffer-Decker, qui est chef de service accompagnement des compétences mobilité et recrutement à la DRH de la région Grand Est. Marie Collin, DRH de Caluire et Cuire dans le Rhône et qui est membre de l'ANDRH-DT, l'association des DRH des territoires, et Aurélie Moretti, chef du service emploi au pôle recrutement mobilité du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon, le CDG 69. Avant de vous expliquer un peu le déroulé de notre webconférence, une première question sondage, un peu pour prendre le pouls. Donc, elle va s'afficher à l'écran. Et je vous cite cette première question. Votre collectivité favorise-t-elle le droit à la mobilité de ses agents? Donc, oui ou non. Ça nous donnera un aperçu un petit peu de l'assistance. Sinon, juste un mot sur les différentes mobilités dont je vous disais un mot à l'instant. Il y a effectivement aussi la mobilité entre fonctions publiques, ça qu'on va peu, voire pas aborder aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a déjà un programme assez chargé. Et là-dessus, je vous en dirai un mot à la fin. Nous avons publié un livre blanc sur le sujet, sur la façon de le consulter. Ça, je vous le dirai tout à l'heure. Peut-être en préambule, vraiment en quelques mots, vraiment un rappel rapide de ce qu'est le droit de la mobilité. Comme je vous disais, ça fait partie du statut général des fonctionnaires. Et je remercie beaucoup Cécile Schiffer-Decker de se donner, d'accepter l'exercice de nous en dire un peu plus.
Oui, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Le principe fondateur de la mobilité, c'est que tout fonctionnaire est titulaire de son grade et pas de son poste. Il a donc vocation à occuper différents emplois correspondant à son grade. C'est pour ça que depuis l'origine du statut général de la fonction publique, comme vous l'avez rappelé, la mobilité est une garantie fondamentale de la carrière des fonctionnaires. On trouve d'une manière générale la mobilité intégrée dans les parcours. Le législateur a fait en sorte régulièrement plus de lever certains freins à la mobilité, notamment interversant de la fonction publique. Mais on peut constater, comme vous le citiez, peut-être des réticences de certains et d'autres à vouloir s'engager dans cette belle aventure. Voilà. Merci Cécile. C'est vrai que la loi TFP, transformation de la fonction publique de 2019, aussi a eu des dispositions pour favoriser la mobilité. C'est vrai que même s'il n'y a pas eu d'évaluation précise, mais de ce qu'on a pu voir, ça n'a pas changé énormément. On voit qu'effectivement, on reste à peu près dans les mêmes proportions. Juste vous indiquer, Cécile, je vais vous demander une petite réaction sur la question sondage. Votre collectivité favorise-t-elle le droit à la mobilité de ses agents? Plutôt positif quand même, parce que moi je vois oui, 65%. Donc les 2 tiers répondent positivement. Alors je ne dis pas que nos internautes présents aujourd'hui sont présentatifs, hein, mais je demande peut-être une petite réaction à chaud comme ça. Je trouve que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les collectivités ont bien vu l'intérêt, effectivement, d'encourager la mobilité de leurs agents. Certainement ont-ils pu mettre en place certains dispositifs d'accompagnement. Si je peux partager mon expérience, alors je suis issue d'un pur produit de la mobilité, si je peux le dire, parce que bien qu'aujourd'hui je suis au sein d'une fonction publique territoriale, auparavant j'étais à l'État. J'ai eu l'opportunité aussi de changer 4 fois de poste pour presque 20 ans de carrière. Alors, pas par instabilité, mais aussi par envie d'ouverture d'esprit et de découverte et d'opportunités, bien évidemment, parce que ça peut aussi représenter l'évolution professionnelle aussi faite d'opportunités. On verra peut-être par la suite d'autres exemples, comme vous l'indiquiez en introduction, plus subis. Mais je trouve personnellement que c'est bon signe, voilà, que les collectivités s'emparent de ce sujet. C'est vrai que j'avais oublié de préciser que vous veniez de la FPE. Je trouve que ça illustre bien notre sujet, même si on parle moins de mobilité interfonction publique. Et c'est le cas aussi d'Aurélie Moretti qui vient de l'AFPH. Donc, je trouve qu'on a un bon panel. Peut-être, je ne sais pas si Marie-Colin, Aurélie Moretti, est-ce que vous voulez une petite réaction comme ça au résultat du sondage également? Plutôt un sentiment positif, parce que bon, avant j'avais planté un décor un peu plus sombre, disons que la mobilité était quand même pas très développée. Alors j'imagine que la réponse ne veut pas dire pour autant que la mobilité est fortement très développée, mais au moins il y a des initiatives, il y a des choses qui sont proposées aux agents, disons. Petite réaction, comme vous voulez, hein. Oui, moi je rejoins Cécile, je trouve ça plutôt positif et je partage son expérience comme vous l'avez dit, puisque moi-même je viens de la fonction publique hospitalière et j'ai eu l'occasion au sein de la fonction publique hospitalière et de la fonction territoriale de faire des mobilités, je trouve que c'est plutôt enrichissant en fait, et puis on apporte son expérience, on découvre de nouvelles choses aussi bien dans l'une ou dans l'autre des fonctions publiques. Donc, je trouve ça plutôt positif si les collectivités encouragent et favorisent aussi la mobilité de leurs agents. Marie-Colin, un petit… Moi, ce que je pourrais dire en complément de ce qu'ont dit mes 2 collègues, c'est que moi, je trouve ça très positif et c'est en lien aussi avec le monde du travail actuellement et les transformations qu'on est en train de vivre. En tout cas, moi, je pense que… Alors, moi, je suis un pur produit de la fonction publique territoriale. Ça fait des années, une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Je suis en plus dans les RH. J'ai très peu bougé, mais ce n'est pas parce que je n'incarne pas personnellement la mobilité que pour autant, je ne peux pas en être une ambassadrice. Et il faut savoir que moi, en tout cas, je suis à fond dans la mobilité. Je trouve que c'est une chance
d'être dans la fonction publique territoriale parce qu'on a des passerelles interfonctions publiques, mais aussi dans une collectivité qui sont là pour aider nos agents à avoir de l'ambition et aussi une vraie carrière, une vraie évolution professionnelle, et c'est vraiment une chance. Donc, voilà. Je ne l'incarne pas personnellement, mais je suis ambassadrice. Voilà. D'accord. Cécile Schifferdecker, on revient à vous. Justement, peut-être l'expérience au sein de la région Grand Est. Hein. Bon, grande région, plus de 2350 agents, en plus sur 3 sites. Et beaucoup plus de 5000 personnels techniques des lycées, parce qu'il y a aussi cette question-là dans la mobilité. Donc, je sais que la mobilité des agents, c'est un axe RH fort de la région. Est-ce que justement, vous pouvez nous l'expliquer un peu plus dans le détail ? Oui, tout à fait. En 2018, qui correspond à la date d'arrivée sur le poste, la collectivité avait dans sa stratégie RH justement le développement d'une cellule de transition professionnelle et un corollaire qui était l'établissement d'une charte de la mobilité. Donc, cette cellule de transition professionnelle est composée aujourd'hui de 3 conseillers mobilité carrière qui ont vocation à travailler de manière pluridisciplinaire et transverse avec l'ensemble des acteurs. L'agent, bien évidemment, la ligne hiérarchique, l'ensemble des services RH qu'on peut trouver, notamment la formation, tout ce qui est plateau médical, assistants sociaux, quand on est sur des volets un petit peu plus médico-sociaux, effectivement, les acteurs de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc voilà, je ne vais pas tous les détailler, mais vous avez bien compris qu'on est vraiment pluridisciplinaire et transverse, même si le pilotage est assuré au sein de mon service. Ceci étant dit, cette belle cellule, il faut la faire vivre et elle se met vraiment à disposition des agents qu'ils aient envie d'évoluer professionnellement ou qui, malheureusement, par un parcours de vie ou par effectivement l'organisation structurelle de la collectivité, sont amenés à devoir changer de poste. Alors, on a un terme un peu plus sympathique pour parler des mobilités accompagnées qui représentent à peu près 90% vraiment de l'activité de cette cellule, où on va être vraiment sur de l'accompagnement pour retrouver un autre poste et principalement pour des raisons médico-sociales. Les agents peuvent contacter directement ces conseillers, cette cellule de transition. Tout à fait. Ce sont vraiment ces 3 conseillers mobilité carrière sont vraiment la porte d'entrée des agents sur le territoire. Pourquoi 3 conseillers ? Simplement par rapport à l'ancienne géographie de cette région fusionnée. Donc, on couvre à la fois les 3 bassins territoriaux des ex-régions qui composent la région Grand Est, donc Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. La collectivité a également des acteurs de proximité au sein de maisons de région, des mini-services ressources humaines déconcentrés, et dans lesquels ces acteurs de proximité jouent un premier rôle d'accompagnement de nos agents, alors notamment des agents qui sont situés dans les établissements d'enseignement et de formation, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, mais également avec relais des conseillers mobilité carrière lorsque l'accompagnement est un peu plus long, et notamment lorsqu'il y a des changements de poste à la clé. Pour prolonger ma question, parce qu'on sait qu'il y a des fois certains agents qui n'osent pas parler de ça, notamment par rapport à leur chef de service. Est-ce que justement, s'ils viennent voir ces conseillers, il y a une confidentialité Oui, il y a une confidentialité. Alors, c'est vrai qu'on considère que c'est toujours plus favorable quand tout le monde est partie prenante à la démarche. C'est ce que j'ai indiqué effectivement dans mon introduction sur la cellule de transition. Quand la hiérarchie est impliquée, c'est toujours plus favorable. On sait qu'il y a des situations qui ne peuvent pas amener ou pour les agents à en parler, en tout cas en première intention, à leur hiérarchie. Mais oui, de toute façon, au niveau de la RH d'une manière générale, il y a de toute façon cette discrétion professionnelle, cette confidentialité qui est garantie aux agents et qui est rappelée dans notre charte. Mais vous communiquez un petit peu sur cette cellule, parce que comme vous êtes dans une grande région, en plus, comme on disait, sur plusieurs sites, pour que les agents sachent que ça existe et qu'ils peuvent la contacter.
Oui, il y a une communication qui est faite. Alors, c'est vrai qu'on est, vous l'avez indiqué, on est une grande structure. C'est toujours compliqué d'être vraiment acteur de proximité sur le terrain, au plus près des agents. Donc, on a traditionnellement un intranet qui permet de véhiculer un certain nombre d'informations RH dans sa généralité, mais on a différentes actions qui sont menées par les conseillers mobilité carrière et qui représentent un peu l'étendue quelque part du service qu'on peut rendre à nos agents, que ce soit du simple accompagnement à rédiger des CV ou des lettres de motivation, parce qu'on a envie d'évoluer professionnellement, mais des fois, c'est juste un petit coup de pouce dont on a besoin, un accompagnement pour se préparer à un entretien professionnel, par exemple, ou des choses un peu plus poussées, comme des découvertes de métiers, parce que bien qu'il y ait énormément et pléthore de métiers au sein des collectivités, on ne sait pas forcément toujours ce que fait son voisin. Donc, ça permet effectivement de créer des ateliers et d'aller quelque part questionner ses collègues sur comment ils travaillent, à quoi correspond vraiment leur métier. On a mis aussi en place des immersions professionnelles, qu'elles soient en interne, et on essaye progressivement de les mettre en place en externe à la collectivité. Donc, on essaie effectivement de communiquer sur l'ensemble de ces outils d'accompagnement. Après, lorsqu'on est dans une situation plutôt subie, j'aurais tendance à dire, c'est nous qui prenons directement la tâche des agents. On n'attend pas effectivement qu'ils viennent toquer à notre porte. On a vraiment cet accompagnement-là qui est fait sur mesure. Et juste un mot sur, vous parliez d'immersion, ça se traduit comment? Parce que c'est vrai que là, je vois dans les autres expériences, emplis d'expériences de vie mon job ou vie ma vie, et on voit qu'effectivement, des fois, pour certaines reconversions, c'est des démarches assez intéressantes. Est-ce que c'est autre chose ou pas, quand vous parlez d'immersion? Alors, l'immersion professionnelle, elle a été vraiment créée dans un but premier de découvrir le métier dans la perspective d'une évolution, et on est plus enclin à mettre en place ces immersions dès lors qu'un poste serait vacant à la clé. Ça permet aussi d'encourager les personnes à vraiment s'engager dans cette démarche. Sur l'immersion en tant que telle, on a un cadre réglementaire aussi qui a été posé très, très récemment sous l'angle de la formation. La collectivité a quand même souhaité aller au-delà et d'offrir plus de jours, de possibilités en termes de durée pour permettre de découvrir ces métiers par rapport à ce qui est prévu par la réglementation. Donc concrètement, c'est toujours fait dans le cadre d'un suivi professionnel qui est assuré par le conseiller mobilité carrière. Et dès lors qu'effectivement, on a besoin de pousser cet accompagnement vers une immersion permettant à la personne d'avoir ce tremplin, ou lorsque, effectivement, on est vraiment dans une vraie reconversion professionnelle, un reclassement aussi par les PPR. Et ces véritables parcours d'accompagnement, effectivement, permettent à la personne de s'intégrer peut-être plus facilement dans un nouveau métier en l'expérimentant. J'ai une question, mais j'imagine que ça s'adresse à tous les agents, ce que vous faites, parce que la question était, est-ce que ça s'adresse à tous les agents et notamment aux cadres? J'imagine que oui. Oui, ça s'adresse à tous les agents, qu'ils soient titulaires ou contractuels, même contractuels de manière temporaire, et quelle que soit la catégorie et la fonction exercée, tout à fait. Même si on le sait, les catégories A, A+, sont souvent plus armées et plus enclins effectivement à franchir le pas de ces évolutions professionnelles qui débouchent souvent sur des mobilités par rapport à des catégories, à les catégories C, pour ne pas les citer, qui sont peut-être moins armées, qui ont peut-être besoin de plus d'accompagnement. Effectivement, il y a peut-être un effort un peu plus important qui est donné sur ce type de population, mais on n'est absolument pas du tout restrictif. Justement, à propos d'agents de catégorie C, venir peut-être sur les personnels techniques des lycées, comme je disais, c'est plus de 5000 agents. Et alors là, j'imagine que des fois, c'est une part, peut-être pas la totalité, mais une part de mobilité subie par l'usure professionnelle, de métiers effectivement assez durs. Donc, est-ce que justement, alors peut-être qu'il y a aussi des demandes au-delà de cet aspect-là, vous avez un travail spécifique vis-à-vis de ces agents, peut-être de passer de postes techniques à des postes plus administratifs? Alors,
Comme vous le soulignez, c'est vraiment le cœur de notre activité. Je le disais aussi au tout début, 90% de nos accompagnements sont souvent dus à des mobilités subies. Nous accueillons souvent des personnels en deuxième partie de carrière, donc on a une pyramide des âges qui est plus en forme de champignon sur ces effectifs-là. De ce fait, un accompagnement effectivement renforcé, des métiers techniques où là où on va au bout des aménagements de postes, on est effectivement enclin à leur chercher des postes qui leur permettent de continuer leur carrière au sein des services. Alors, on a très peu de possibilités sur ces métiers techniques. On va s'orienter certainement sur des postes d'accueil. Et encore une fois, ces postes d'accueil, vous vous rendez bien compte que sur 250 établissements, bon, même si on démultiplie par rapport au site, ça peut ne pas faire, ne remplir effectivement les possibilités de repositionnement ou de reclassement. Et on a essayé de créer des passerelles sur site administratif, effectivement, pour permettre à ces agents d'avoir d'autres possibilités de continuer à évoluer au sein de la collectivité avant d'envisager toujours des solutions peut-être plus externes. La collectivité a quand même à cœur de maintenir ses compétences en interne. Une question encore sur l'immersion. L'immersion en externe se fait sous quelle forme? Via notamment une question, est-ce qu'il y a une convention qui est signée? Tout à fait, c'est cadré réglementairement et c'est bien une convention qui est faite entre les différents acteurs et qui cadre le nombre de jours où la personne sera, entre guillemets, mis à disposition de l'entité d'immersion pour découvrir les activités. Donc, tout est listé. C'est comme une mise à disposition, si je peux le mettre, mais à vocation vraiment de découverte du métier. Et la convention cadre effectivement tous les aspects d'accompagnement et de déroulé de cette immersion. Je ne vous cache pas quand même que c'est toujours plus compliqué à mettre en œuvre. Malheureusement, il y a toujours ce sentiment pour les collectivités partenaires parfois de ne pas récupérer forcément le bon élément, je le dirais comme ça. Il peut y avoir parfois des réticences, mais encore une fois, une immersion n'engage à rien. Ce n'est pas une immersion qui va découler sur un emploi forcément. C'est vraiment des découvertes de métiers. J'insiste vraiment là-dessus, c'est permettre aux agents de découvrir de nouvelles méthodologies de travail, de découvrir de nouveaux environnements de travail. Et même si on est une grande collectivité, on n'a pas tous les métiers et pas toutes les compétences, et fort heureusement. Voilà. Oui, donc souple, donc effectivement, ça peut être plus attractif, disons. Entre guillemets, on ne prend pas de risque. J'aime pas le terme, mais effectivement, ça n'engage pas, disons. Je vais peut-être continuer notre tour de table avec Marie-Colin, parce que je pensais à une question aussi, mais ça, je vous la poserai à toutes les trois, sur le rôle un peu des managers, qui peuvent des fois être pas très... qui peuvent un peu freiner sur ces questions de mobilité, puisqu'ils voient des fois des ressources partir. Donc, ça, on reviendra là-dessus, parce que c'est un sujet aussi important. Alors, Marie-Colin, pur produit de la FPT, comme vous disiez tout à l'heure, et vous avez témoigné justement de votre conviction totale sur la mobilité. Moi, je me souviens quand on avait échangé avant, vous m'avez dit, moi, je suis à fond pour la mobilité. Donc, peut-être de l'étayer et d'expliquer sur votre ville, DRH de Caluire et Cuire, de ce projet qui a été mis en place début 2024, le projet Parcours professionnel, justement pour accompagner la mobilité des agents et nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Et maintenant, ça a quoi? Ça a 1 an et demi, peut-être aussi un retour d'expérience, des résultats que ça a pu donner. Oui, alors bonjour à tous. Donc oui, pour moi, en tant que DRH, la mobilité professionnelle, c'est vraiment un levier essentiel pour une gestion dynamique et vivante des ressources humaines dans une collectivité, et d'autant plus au sein de la ville de Caluire et Cuire, dont je suis la DRH. Elle permet bien sûr de répondre à des besoins d'évolution de nos agents quand ils sont eux-mêmes acteurs, aux besoins d'évolution de nos services quand on a des évolutions structurelles ou même de compétences. Et donc là, on est plutôt sur de la formation et des montées en compétences, mais aussi ça répond à des enjeux financiers parce qu'on ne va pas se le cacher.
nos agents qui sont en usure professionnelle et qui sont amenés à se mettre en arrêt de manière assez longue et qu'on remplace par d'autres agents contractuels, c'est quand même un coût non négligeable pour les collectivités territoriales dont on doit se saisir, notamment dans ce contexte financier qui est contraint pour nous, et de travailler à trouver des issues en fait et des solutions pour nos agents en arrêt maladie. Du coup, moi, en tant que DRH, je suis un peu une facilitatrice, faciliter les parcours professionnels de nos agents, rendre visibles des opportunités professionnelles, que ce soit au sein de la ville, mais aussi à l'extérieur. Et je pense que ce n'est pas un vilain mot de parler de mutation, hein. C'est peut-être des fois même une chance et une opportunité pour nos agents. C'est facilitatrice dans le cadre des accompagnements de projets pro, mais aussi perso, qui peuvent être corrélés, et des projets individuels, mais aussi collectifs. Et surtout, je suis la garante, et c'est un petit peu ce que me demandent notamment les élus de la ville et la direction générale, je suis garante de la bonne gestion du budget RH, qui, pour la ville de Caluire-et-Cuire, représente 30 millions d'euros pour 2025. Donc, de façon générale, pour vous présenter un peu la ville de Caluire-et-Cuire, c'est 580 ETP pour à peu près 700 payes. Donc, on est une collectivité qu'on va dire moyenne. On a des possibilités comme les grandes, mais on est quand même en proximité. Donc, je nous considère être une ville moyenne. Et donc, la ville a, depuis début 2024, décidé de se lancer dans un vrai projet stratégique, puisqu'il est porté par la direction générale, de structurer les parcours professionnels de ses agents. Donc, c'est porté par la direction générale et piloté par la DRH. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner la mobilité de nos agents, qu'elle soit voulue ou qu'elle soit subie. Du coup, en partant notamment du constat que je l'ai indiqué, d'un coût financier qui peut être assez rapidement assez élevé, puisque un agent qui n'est pas au travail est un agent maladie pour lequel on a bien souvent un remplacement contractuel, donc pour un même besoin de masse salariale, et donc le coût est non négligeable. Mais donc, plus on attend, plus voilà, donc plus ce coût est l'objectif de important. la... Oui, ah bah oui. Ouais. Et puis donc il faut traiter le sujet à la base, et dès qu'on sent l'usure et dès qu'on sent des situations un peu compliquées, il faut qu'à la DRH, en tout cas, c'est sur quoi on s'attelle, on puisse agir assez rapidement pour éviter que la solution ne s'enlise. Donc l'objectif de notre démarche, c'est l'aide en fait à nos agents au maintien dans l'emploi et éviter l'usure professionnelle. Donc, au début, en 2024, on a recruté une personne en renfort. Donc, ce n'était pas une création de poste, c'était uniquement un renfort pour nous aider, enfin, pour m'aider, moi, en tant que DRH, à structurer la démarche des parcours professionnels et à lancer le dispositif. Et aujourd'hui, le dispositif des parcours pro fonctionne très bien, puisqu'on n'a pas créé de poste, hein, encore une fois, situation budgétaire contrainte pour la collectivité. Pour autant, on a décidé de maintenir les missions opérées par la personne qui est venue en renfort, en redispatchant ces missions de mobilité professionnelle auprès de nos agents de la DRH, qui vont venir conseiller nos agents, donc les recevoir individuellement pour faire des constats et mettre en place un plan d'action. Donc ça, c'est 2 conseillères qui ne sont pas à temps plein sur cette mission d'accompagnement, mais qui le font, on va dire, à raison de 0,5. Donc ça me fait 1 ETP de manière générale sur la DRH. Et puis, j'ai également une cellule maintien dans l'emploi qui se réunit toutes les 2 semaines, et c'est une cellule qui est pluridisciplinaire, puisque j'ai mes conseillères mobilité, mais j'ai également le recrutement, les carrières, j'ai une assistante sociale et une psychologue du travail qui viennent nous apporter un regard croisé de certaines situations bien souvent un peu compliquées. Voilà à peu près le dispositif à la mairie de Caluire-et-Cuire. Même question que pour la région Grand Est, justement, ces conseillères, les agents peuvent les contacter en direct avec une certaine confidentialité, j'imagine.
Oui, tout à fait. On a fait pas mal de communication en interne sur la démarche des parcours professionnels et on a créé une adresse mail qui n'est pas accessible et pas consultable par tous les agents de la DRH, mais uniquement à certaines personnes, où les agents peuvent donc saisir cette cellule de manière confidentielle, c'est-à-dire que leur manager n'est pas forcément au courant, puisque c'est bien souvent la personne pour laquelle ils sont un peu en situation délicate et pour lequel l'action de faire part de leur démarche n'est pas, voilà, elle n'est pas officielle et des plus faciles. Donc, ils peuvent les solliciter de manière libre, soit via cette adresse mail générique ou alors via leurs adresses mail perso parce qu'elles sont identifiées. Donc, et ça se fait en toute discrétion. Après, ce sont des situations qui sont bien souvent connues par, on va dire, par moi en tant que DRH, mais aussi les autres agents de la DRH. Mais comme dans toute DRH, nous travaillons dans une discrétion professionnelle optimale, bien sûr. Et mise en place début 2024. Et justement, vous avez, alors peut-être qu'il y a une montée en charge progressive, mais pas mal de sollicitations ou pas? Pas mal de sollicitations, de plus en plus. C'est pour ça qu'on essaie de communiquer et d'y mettre un cadre pour éviter un peu d'ouvrir une boîte de Pandore et faire en sorte que tous nos agents souhaitent se reconvertir ou aller vers une mobilité professionnelle. Donc oui, une montée en compétences. On a commencé la cellule avec une dizaine de cas qui étaient plutôt sur des mobilités subies à aujourd'hui 20 à 25 personnes où comme ma collègue de la région Grand Est, on est principalement sur des mobilités subies, faites d'usure professionnelle ou d'autres problématiques liées à l'exercice de leurs fonctions actuellement, mais aussi de plus en plus d'agents sur des mobilités choisies. Voilà, qui se posent la question de est-ce que le métier que je fais actuellement est celui que je veux continuer à exercer pour les 5, 10, 15 ou 20 ans à venir? Alors, peut-être un mot, parce que vous m'aviez parlé, je trouve que cet exemple quand même très intéressant d'une agente qui a changé de métier, qui a de l'expérience de vie, mon job, effectivement sur un poste de gestionnaire comptable. Je trouve que c'était un parcours assez intéressant. Si vous pouviez nous en dire, alors c'est un projet un peu au long cours, hein, c'était reconversion professionnelle sur une année, mais peut-être quelques mots. Oui, tout à fait. Alors, de façon générale, et avant qu'on structure ce projet, ce dispositif des parcours professionnels, la ville de Caluire-et-Cuire avait mis en place depuis quelques années le dispositif Vie mon job. C'est-à-dire que les agents qui souhaitent découvrir ce que font leurs collègues dans d'autres services peuvent s'inscrire et le temps d'une journée, ils vont en immersion dans d'autres services. Et tous les services sont ouverts, on va dire, à leurs collègues. Et dans le cas que vous venez de citer, c'est une collègue auxiliaire de puériculture qui, via ce dispositif, a passé une journée dans une de nos cellules administratives et financières et, on va dire, a eu une révélation, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais en tout cas, a Mais c'est loin de son vraiment métier d'origine, quand adoré même, hein. sa journée. Mmh. C'est très, très loin de son métier Ouais. d'origine et du coup, elle a souhaité s'inscrire dans un parcours de reconversion professionnelle. Alors, sachant qu'elle n'avait aucun sujet ni d'usure professionnelle, ni de problématique de mal-être au travail sur son poste d'auxiliaire de puériculture, mais juste l'ambition d'évoluer vers d'autres missions et plutôt en lien avec tout ce qui est données financières, parce qu'elle adore les maths, elle adore les fichiers Excel, elle adore, voilà. Et donc, quand elle a fait son Vie mon job, elle nous a sollicité pour nous faire part de son souhait d'évolution professionnelle. Et finalement, le hasard du calendrier a fait tout son œuvre, puisque au moment où on nous a sollicité, un an plus tard, nous avions connaissance de la libération d'un poste dans une de nos cellules administratives et financières suite à un départ à la retraite qui était annoncé depuis donc un an, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, on a construit avec cette agente tout un parcours de formation et de reconversion sur une année entière où
on lui a permis de retourner en immersion au sein de cette cellule pour apprendre à connaître sa hiérarchie, ses futurs collègues, mais aussi avoir une passation de dossier. Et on a monté avec la responsable tout un parcours de formation pour permettre à l'agent une montée en compétences progressive pendant une année afin qu'au départ de l'agent en poste et son arrivée dans le service, elle soit compétente et prête à travailler de manière autonome. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Et ce qui nous a aussi permis, alors sur un accompagnement rapproché de l'agent, du service d'accueil, mais aussi de travailler avec le service petite enfance qui voit partir une auxiliaire de puériculture au sein de son service, de se préparer à la mobilité et de travailler à son remplacement un an avant. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à recruter, hein, parce que malheureusement, je n'ai pas de baguette magique pour avoir des auxiliaires de puériculture. Mais pour autant, l'équipe était métier très en tension. Mais pour autant, on le savait, ça a permis à la crèche de pouvoir s'organiser au départ de l'agent et de nous travailler à recruter la prochaine professionnelle qui intégrera l'établissement. C'est vrai que je vois le temps tourne, donc je ne vais pas tarder à donner la parole à Aurélie Moretti, mais je vois quand même pas mal de questions. Alors déjà, il y a à nouveau des questions sur l'immersion, ça je le poserai tout à l'heure à Cécile Schiffer-Decker. Et peut-être vous concernant, je vois une question, est-ce que dans le dispositif Vie Mon Job, vous ouvrez aussi l'immersion dans un service RH? Et question plus précise, alors oui. Et que montrez-vous aux agents? Confidentialité des dossiers, vous voyez, ça, on va dans le détail. Alors, oui, on ouvre le service RH aux agents et personnellement, j'ai eu 2 collègues qui m'ont suivi pendant une journée, via mon job de DRH, pour leur montrer qu'on n'est pas uniquement des gens dans nos bureaux à écrire des mails à longueur de journée. J'ai accueilli 2 collègues policiers municipaux sur une journée entière et je leur montre tout sans tout leur montrer non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas allée dans le SIRH à aller leur sortir des payes ou à regarder des situations ultra compliquées. J'ai sélectionné les réunions. En fait, sur cette journée-là, c'est prévu 2 mois à l'avance. Donc, l'emploi du temps que je fais sur cette journée-là, il est calculé en fonction de la sensibilité des dossiers. Après, moi, je leur dis, dès le premier moment où on se rend compte que tout ce qu'ils verront sur cette journée-là doit rester sur cette journée-là, que rien ne doit sortir de cette journée-là, et que bien sûr, si j'ai connaissance qu'ils ont été racontés des informations ultra confidentielles, je n'hésiterai pas à leur rappeler leur devoir de discrétion professionnelle, dans un cadre un peu moins chaleureux qu'une journée avec moi. Voilà. Donc oui, on accueille, oui, on leur montre certaines choses parce qu'il faut aussi qu'ils prennent conscience de la sensibilité des dossiers qu'on peut voir à la DRH et aussi on va dire, je vais utiliser un mot qui est peut-être pas le bon, mais de notre pénibilité, de notre charge mentale à gérer des situations des fois très compliquées. Et ça, il faut qu'ils en prennent conscience également. Donc, voilà. Mais on n'ouvre pas un dossier individuel si c'est la question logique. Et on ne les feuille pas pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Voilà. Mais en même temps, vous rentrez aussi dans le détail pour incarner effectivement ce que vous pouvez effectivement traiter comme dossier. Merci pour votre témoignage. De toute façon, j'ai une ou 2 questions. Je reviendrai vers vous par la suite. Aurélie Moretti, donc au niveau du CDG 69, il y a le service emploi a une cellule d'accompagnement des parcours professionnels. Et surtout, depuis le début de cette année, vous avez mis en place 3 conseillers en évolution professionnelle. Donc, peut-être nous expliquer quelle est leur mission. Alors, comme vous m'aviez dit, c'est des choses qui existent dans d'autres CDG. Chez vous, c'est un peu plus récent. Donc, j'imagine le retour d'expérience est peut-être un peu difficile parce que ça fait juste quelques mois, mais nous expliquer au moins leur fonction, comment ça fonctionne. Ça, c'est peut-être plus de petites collectivités qui peuvent vous contacter en direct, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous donne la parole, parce que je parle trop.
Oui, donc le centre de gestion, comme vous l'avez dit, accompagne aussi du coup donc l'ensemble des collectivités du département du Rhône et de la métropole de Lyon, donc qu'elles soient affiliées ou non affiliées. Et donc on a une cellule accompagnement des parcours professionnels qui est composée de 5 chargés d'accompagnement des parcours, donc avec une responsable d'unité. Et du coup, depuis le début de l'année, on a mis en place donc une mission CEP, Conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est effectivement une mission qui existait déjà dans certains CDG, mais que du coup, on a développé cette année. Et du coup, ça permet de répondre à un besoin des agents d'avoir un accès direct. Parce qu'on a également d'autres dispositifs d'accompagnement à la mobilité, mais qui nécessitent en fait l'accord de l'employeur. Puisque nous, du coup, on n'est pas un service RH au sein d'une collectivité, hein, on travaille pour les collectivités. Et donc, du coup, cette mission conseil en évolution professionnelle est accessible directement par les agents. Donc, l'agent peut prendre directement rendez-vous en ligne sur le site du CDG. Donc, c'est des réunions d'information et de conseil. C'est un premier niveau d'information et de conseil pour l'exercice du droit à la mobilité. Et donc, vous avez senti ce besoin parce que des fois, justement, des agents vous contactaient déjà en ça, direct, même tout si vous à leur fait. disiez on ne peut pas vous répondre, Donc, mais c'est ça, on vous les avez vu un renvoyait. besoin, oui. Oui, on a eu un besoin, donc avec on recevait des mails d'agents, voilà, et effectivement, du coup, l'agent a pas, des fois, pas forcément l'envie de contacter directement son service RH. Il a besoin, voilà, de parler un petit peu à un tiers, d'avoir un regard extérieur, du coup, sur son projet. Donc, du coup, c'est vrai que ça permettait de répondre à ce besoin des agents. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait confidentiel. L'agent donc peut prendre rendez-vous. Alors, il peut aussi en parler à sa collectivité, hein, il n'y a pas d'interdiction, effectivement, donc hors temps de travail, ou effectivement, s'il prend rendez-vous sur son temps de travail, c'est avec l'accord de sa collectivité. Donc, la prise de rendez-vous est assez simple, elle se fait en ligne, et donc, du coup, il expose brièvement son projet, ce qui permet du coup, à l'unité de préparer l'entretien téléphonique et donc de répondre et de conseiller du coup les agents. Donc c'est vrai que c'est complémentaire pour on n'est pas loin, on disait avec Marie, puisque Caluire, c'est pas très loin du centre de gestion du Rhône, mais c'est vrai que toutes les collectivités aujourd'hui sont pas structurées au niveau de leur DRH avec des unités accompagnement des parcours, donc ça permet aussi pour certains agents d'avoir des réponses sur des points particuliers sans passer par leur service RH. À côté de ça, on organise aussi des réunions mobilité, donc une dizaine par an qui sont ouvertes à l'ensemble des agents publics. Même les fonctionnaires d'État ou fonctionnaires hospitaliers peuvent venir à ces réunions. Donc, c'est des réunions d'information et de conseil, mais qui, là, du coup, sont collectives. Donc, information sur le droit à la mobilité. Donc ça, c'est 2 dispositifs donc mis en œuvre par le centre de gestion avec un accès direct par l'agent, sans passer du coup forcément par sa collectivité. Et en parallèle, effectivement, les services RH peuvent aussi vous contacter en direct par rapport à ça, ce que vous proposiez déjà précédemment, disons. C'est ça. Oui, donc les services RH peuvent aussi effectivement nous contacter. Donc, c'est des conventions, des conventions tripartites. Il faut l'accord du coup de l'employeur, de l'agent concerné et du centre de gestion. Donc, on a des prestations d'accompagnement à la mobilité. Nos chargés d'accompagnement vont aider les agents du coup dans la rédaction du CV, de leur lettre de motivation. Elles vont les préparer à des entretiens de recrutement. Et après, on a on a une prestation de bilan de compétences, de bilan managérial, qui là aussi nécessite l'accord de la collectivité avec des conventions tripartites. Donc où elles vont étudier du coup le projet professionnel de l'agent, analyser les offres d'emploi, les compétences attendues, regarder le caractère réalisable du projet professionnel, et du coup avec une synthèse donc du bilan de compétences qui est réalisé et une restitution à la collectivité si l'agent en est d'accord. Je reviens juste sur ces rendez-vous
avec les agents, j'imagine, parce que là, c'est vraiment au tout début, c'est de voir avec Oui. eux aussi s'ils ont déjà un projet Oui. et si leur projet est réaliste, disons. C'est ça. Oui, c'est ça aussi, c'est de regarder, voilà, bon, enfin, ça peut être une analyse des offres d'emploi, de lire, d'essayer de, voilà, de savoir, parce que c'est vrai que des fois, entre, et je trouve que l'expérience Vie Mon Job est plutôt intéressante parce que du coup, on se fait parfois on se fait peur en se disant bah non, ça finalement, je crois que j'y arriverai jamais. Et puis finalement, on va découvrir, voilà, parfois c'est une révélation, on se dit ah bah tiens finalement, ou alors on se rend pas compte, voilà, de la pénibilité dans un service RH, voilà. Et je trouve que cette expérience vie mon job est plutôt intéressante. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, le rôle aussi des chargés d'accompagnement d'accompagner sur le projet. Merci pour votre témoignage. C'est vrai qu'on a pas mal de questions. Et justement, vous parliez de Vie Mon Job. Et effectivement, c'est vrai que la démarche est très intéressante. Mais alors, c'est plus pour Marie Collin. Et la question est, excusez-moi, comment avez-vous fait pour adhérer les autres services au dispositif Vie Mon Job afin qu'ils ne soient pas réticents à accueillir des collègues? Parce qu'on peut se dire sur le papier, Beaucoup de c'est une super idée, communication, ouais. mais bon, des fois, c'est peut-être pas fluide, si je puis dire. En effet, beaucoup de communication, ça c'est sûr, beaucoup de pédagogie et un partage stratégique assez fort, hein. C'est-à-dire que c'est un projet qui est porté par la direction générale, à savoir la DGS, les DGA et les directeurs qui lui sont rattachés, pour aussi incarner voilà, ce projet-là et inciter aussi, on fait pas mal de retours de bonnes expériences. Par exemple, on va faire un petit bulletin sur l'agente des bureaux qui allait passer une journée dans une crèche, dans une école. On les fait témoigner, on leur fait, enfin voilà, on fait vraiment de la promotion de ce dispositif et d'année en année, en fait, en effet, peut-être que la première année, il n'y a pas eu beaucoup de personnes, mais petit à petit, en fait, la bouche à oreille, il fait beaucoup, la communication, il fait beaucoup, et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir entre 70 et 80 demandes de Vie Mon Job par an, et on espère que ça viendra de plus en plus, oui. Ouais, ça fonctionne très bien. Chiffre, hein. Alors, il y a ah oui, il y en a beaucoup qui veulent expérimenter. Alors, on a des services un peu phares, forcément. La DRH, il y a beaucoup d'agents qui veulent venir voir comment ça se passe à la DRH. La police municipale, voilà, il faut savoir aussi qu'on a une police municipale qui ouvre ses portes et nos agents s'arment d'un gilet pare-balles et vont patrouiller dans les voitures de police sur notre territoire. Le service de l'état civil et d'accueil est aussi pas mal. Et puis, on va voir les crèches dans moindre mesure, mais ce dispositif, il peut être peaufiné et voilà, on va essayer de promouvoir les métiers féminins auprès de nos collègues masculins et les métiers masculins auprès de nos collègues féminines pour essayer d'avoir un peu plus d'équité, peut-être créer d'autres vocations ou de la mobilité en tout cas. Et de changer un peu les états d'esprit, effectivement. On ouvre ses chakras, voilà. Une réaction, Cécile Scheffer-Decker, sur, même si ce n'est pas tout à fait la même chose que vous avez dans le Grand Est. Après, j'aurai une question aussi à nouveau une question sur l'immersion qui en suscite beaucoup. Une réaction sur l'ensemble des choses que Non, Marie-Collin a pu mettre. Je vous rassure. Vous savez, la fameuse synthèse de tout un débat en 2 minutes. Non, je ne veux pas ça. Non, sur Vie Mon Job, parce que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez mis en place, mais sur cette forme un peu comme ça d'acculturation, mais volontaire de la part des agents, c'est vrai que c'est intéressant. Et en plus, ça peut même permettre d'autres politiques RH, comme disait Marie à un instant. Oui, c'est vrai que nous, on n'est pas allé. Alors, on a un dispositif de Vie Mon Job qui peut exister, mais qui est impulsé par notre école du management. Oui, que vous avez dans la région Grand Est. Sur ce type d'aspect.
Par contre, effectivement, au niveau de la direction des ressources humaines, on n'a pas impulsé cette thématique-là. On est vraiment resté sur le cadre de l'immersion. Parce que, comme je disais, 90% de notre action est vraiment sur de la mobilité accompagnée. Donc, on souhaite vraiment cadrer les choses par rapport à des situations où on est dans des problématiques médico-sociales. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Si on avait les moyens aussi de le mettre en œuvre et de l'accompagner, parce que je pense qu'il y a une dynamique de communication quelque part et de faire vivre ce dispositif qui, pour moi, va bien au-delà peut-être d'un souhait d'évolution professionnelle immédiat. Ça permet aussi vraiment, comme je disais, dans une grande entité comme la nôtre, on est sur plein de sites différents. Déjà, rien que le site administratif, le siège est divisé en 3 sites, sur Châlons-en-Champagne, sur Metz et sur Strasbourg, plus les acteurs qui sont au sein des agences territoriales, donc les maisons de région, qui sont 12 maisons de région disséminées sur le territoire. Et même dans le couloir, j'exagère un peu parce que tout le bâtiment dans lequel je suis, c'est la DRH, mais dans le couloir d'à côté, on ne sait pas forcément ce que font nos collègues. Et dans des grosses entités comme ça, comme je disais tout à l'heure, on connaît en RH, on connaît les métiers parce qu'on est au cœur même de la GPEC et du recrutement. Mais pour autant, l'ensemble des agents ne connaissent pas finalement ce que font leurs voisins, comment ils le pratiquent. D'un chargé de mission à un autre, on va être sur des thématiques, des compétences régionales qui sont complètement différentes, des interventions de terrain complètement différentes. Et je trouve ça très intéressant, effectivement, de ce type d'initiative. Alors, pour le coup, autant je trouve que dans les grandes collectivités, on est peut-être plus outillés pour mettre en place ou dédier des ETP pleins, enfin, des personnes pleinement à ce type de dispositif. Autant rentrer dans un tel dispositif qui est quelque part de la haute couture, et je vous félicite pour vos témoignages, peut parfois être un petit peu plus compliqué, ou alors ça va rester à la marge sur quelques situations. C'est vrai qu'on se concentre, nous, davantage, vu le nombre de demandes, sur des choses qui sont peut-être plus prioritaires en termes de ce qui s'impose à l'employeur public. Ouais. J'ai une question précise là, sur les immersions dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des compensations financières pendant ces immersions? Alors, en fait, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas ce que la personne entend par compensation, Je comprends. Mais il n'y a pas de... c'est comme si vous étiez en mission, quelque part. Bien sûr. Donc, il y a effectivement les défraiements, mais sinon, vous êtes rémunéré de la même manière. Vous êtes, vous restez dans votre situation actuelle. Donc, il n'y a pas de prime particulière ou ce genre de choses. Et du point de vue de l'entité d'accueil non plus. C'est donnant-donnant, on va dire ça. Bien sûr. Non, c'est assez logique. Encore une question sur l'immersion. Alors, bon, la région Grand Est, elle est très grande quand même, parce que ça fusionne plusieurs régions, comme on disait. Parce que là, j'ai une question. Une immersion est-elle possible dans une collectivité qui se trouve hors de notre région? Ça devient peut-être un peu compliqué. Là. Alors, tout dépend du projet professionnel de la personne. Ouais. C'est tout par-delà, quelque part. L'immersion n'est pas le premier outil que le conseiller mobilité carrière va proposer à l'agent, déjà. Donc, pour en arriver à une immersion, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt, entre guillemets, pédagogique aussi pour la personne qui souhaite découvrir un nouveau contexte, une nouvelle manière d'évoluer. Si l'idée, c'est juste de permettre une mobilité territoriale, on ne va pas s'engager sur une immersion. Mais pourquoi pas, s'il y a un intérêt effectivement pour la personne d'avoir cette immersion, mais dès lors qu'on change, on va dire, de territoire géographique, ça veut dire que la personne a peut-être déjà un pas en dehors et a peut-être d'autres aspirations. Donc, est-ce que c'est l'immersion qui serait le plus adaptée? Bien sûr, c'est un outil, mais ce n'est pas loin d'être le seul. Une toute autre question là, qui peut s'adresser vraiment à vous trois. Les mobilités accompagnées dont on a pu parler, sont-elles bien reçues par les services où les agents postulent? D'expérience, même quand la politique RH est affichée et comprise, il y a toujours des réticences des chefs de service à accueillir des agents accompagnés. Connotation souvent négative. C'est vrai que ça rejoint un peu la question que je voulais vous poser sur justement le travail à faire auprès des chefs de service qui peuvent des fois et même souvent être un peu réticents, disons.
Je pense que Marie-Colin l'a dit quand elle parlait de portage stratégique. Oui. Ça passe par là, je pense, en premier lieu. Oui, justement, Marie, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais vous disiez qu'il y avait un vrai portage chez vous, alors politique, même si les élus vous demandent de tenir les cordons de la bourse, mais aussi de la part du DG de la collectivité. Donc là, par rapport à la question posée, Oui, le portage, il est super important. Oui, il est super important. En effet, c'est un projet qui s'est fait. Moi, je suis à la ville de Caluire-et-Cuire depuis 1 an et demi. Et donc, du coup, ce projet, il a vu le jour grâce à une initiative et une volonté de la direction générale. Donc, c'est ultra important. Et c'est quand on a fait des points réguliers, parce qu'on voit nos cadres de manière régulière plusieurs fois par an, on leur fait des points sur ce projet-là. Et il est forcément... il débute forcément par une mise à jour par la direction générale. C'est la DGS qui prend la parole pour rappeler le cadre et l'importance de promouvoir ces possibilités pour nos agents. Et puis, ça passe aussi dans le fait que à des postes, notamment au sein du secrétariat de la direction générale, mais aussi à d'autres postes dans différentes DGA, qu'on ait des agents qui soient en parcours. Et donc, voilà, par exemple, à la DRH, j'ai créé un poste tremplin qui permet à nos agents de venir exercer et acquérir de l'expérience professionnelle dans le cadre de reconversion sur des postes administratifs au sein du secrétariat de la direction générale. Là, je vous donne des exemples ultra concrets. Hein. C'est des postes donc, de catégorie C d'adjoints administratifs qui sont uniquement dédiés, quand ils deviennent vacants, c'est uniquement en mobilité interne. Et donc, on n'ouvre jamais à l'externe pour promouvoir également la mobilité de nos agents. Il y en a quelques postes comme ça dans la collectivité qui sont uniquement réservés à la mobilité interne. Et ça, c'est très important et c'est dans toutes les DGA, même au sein du secrétariat de la Direction générale des services et au sein de la DRH. Donc oui, il y a un portage stratégique par la DG qui est primordial pour pouvoir que ce projet-là fonctionne, en tout cas. J'ai d'autres questions ou commentaires qui sont un peu à nouveau sur les réticences des chefs de service. Donc, d'où l'importance de sensibiliser les chefs de service, les managers à ces questions de mobilité qui, des fois, voient, et ce qu'on peut comprendre aussi, c'est-à-dire on m'enlève une compétence, surtout des fois si c'est des métiers qui sont compliqués à recruter. Donc, sur ce point, peut-être je me tourne vers Aurélie Moretti. Je pensais, est-ce que vous le ressentez souvent dans les témoignages que vous avez, tant de la part d'agents que de services RH, que des fois, les chefs de service freinent un peu et qu'ils ont moins cette culture de mobilité aussi, de penser aussi à l'évolution de carrière de leurs agents je dirais que les chefs de service, c'est vrai que quand ils voient partir leurs agents avec les compétences, du coup, il y a toujours, mais que ce soit une mobilité accompagnée ou une mobilité volontaire, il y a toujours une inquiétude de savoir dans chaque recrutement, il y a quand même une inquiétude de savoir si l'agent va pouvoir se faire au poste, s'il va pouvoir monter rapidement en compétences. Alors effectivement, sur certains témoignages, du coup, il y a un accompagnement quasiment sur une année pour une prise de poste la plus réussie possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, de pouvoir accompagner l'agent dans sa prise de poste. Et effectivement, avec un accompagnement, ça peut aussi lever les doutes des managers. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi sur certains métiers une telle tension que du coup, le fait de promouvoir d'autres métiers et dans le cadre de Vie ma vie, ça peut aussi susciter d'autres vocations. Et du coup, ça peut aussi rassurer les managers peut-être des services pour lesquels les recrutements sont de plus en plus compliqués. Ben oui, parce que vous voyez, dans les questions un peu commentaires, souvent, soit ils l'ont vécu, soit en vous entendant, ils trouvent très bien les expériences de Vie ma vie ou Vie mon job, mais toujours ce questionnement sur les chefs de service qui freinent.
Là, moi, à titre personnel, à part les promouvoir le ressenti et l'expérience de managers qui, eux, sont à fond derrière la mobilité pour faire tomber des barrières et des clichés sur ces agents en reconversion. Moi, je n'ai pas de solution miracle, à part beaucoup de communication et de pédagogie et d'accompagnement de la DRH. Ce n'est pas juste leur coller un agent dans les pattes, c'est avoir tout un suivi RH et un accompagnement et d'être à leur écoute. Et s'ils sentent des besoins, par exemple, de formation pour que l'agent il monte à la compétence souhaitée, on n'est pas… Voilà, c'est pas uniquement on déplace quelqu'un pour se déplacer et on les laisse se débrouiller. C'est vraiment un accompagnement et de l'agent, mais également du manager. Voilà. Je rejoins Marie sur la pédagogie et puis trouver aussi des expériences réussies pour que ces managers deviennent aussi ambassadeurs auprès de leurs collègues. Oui, la force de l'exemple. Alors, malheureusement, c'est souvent comme ça, le temps passe vite, trop vite, parce qu'on a pas mal de questions qu'on va malheureusement pas avoir le temps de prendre. Il va falloir qu'on s'arrête là. J'avais même une autre question sondage qu'on n'a pas prise. Bon, c'était sur effectivement un peu les réticences des directeurs de service, des chefs de service, mais ça, on l'a traité. En tout cas, un grand merci à vous trois pour vos témoignages. Il faudra qu'on fasse une autre webconférence parce je pense encore plein de choses à se dire. En tout cas, vous allez recevoir comme d'habitude un mail, a priori dans la journée ou demain ou plus tard, avec le lien du replay de cette webconférence. À noter qu'avec le lien du replay, on vous mettra aussi le lien pour un téléchargement d'un livre blanc que vient de réaliser VK pour la GMF Assurance, un livre blanc sur les questions de mobilité, comme je vous disais au début, sur les mobilités là plus interfonction publique. Donc, ça serait vraiment un outil complémentaire de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, merci à nos partenaires, je pense évidemment à l'Association nationale des RH des territoires, ainsi qu'à GMF Assurance. Et enfin, merci en régie à Cynthia Nguyen et Alicia Cousin. Et à nouveau, je remercie nos trois intervenantes et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.